Bonjour, je continue de développer avec vous le concept de trauma éducationnel ordinaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des particularités du trauma éducationnel ordinaire. Cette particularité, c'est que l'enfant vit avec son agresseur. Comment? Eh bien, parce que ce trauma éducationnel ordinaire, il a lieu dans la famille, il a lieu à l'école, dans les lieux de vie habituels de l'enfant. Et donc, l'enfant vit sous le regard de son agresseur. Si c'est papa ou maman l'agresseur, il vit dans la même maison que ses parents. Si c'est à l'école, il est sous le regard de son éducateur. L'agresseur, en fait, est la personne qui doit prendre soin de l'enfant dans ce contexte de trauma éducationnel. C'est ça la particularité. Vous vous imaginez vivre dans la même maison que la personne qui vous a agressé dans la rue? Eh bien, c'est le cas de l'enfant, parce qu'il n'a pas le choix. Et donc, puisque l'enfant vit sous le regard de son agresseur, son amygdale est constamment en alerte, affolée. Une activation intense de l'amygdale qui produit du cortisol, n'oubliez pas, l'hormone du stress. L'enfant est envahi, son cerveau baigne dans le cortisol. Ce cortisol qui est un véritable poison pour son cerveau, véritable poison pour ses apprentissages, puisque cela touche la mémoire. L'enfant est envahi par ses émotions, il ne sait quoi en faire. Son cerveau est en hypervigilance, il est en mode survie. Je ne sais pas si vous avez idée comment on peut vivre en mode survie constamment. Comment survivre lorsqu'on est en insécurité totale? La question, elle est là. Le trauma, c'est l'exposition au danger sans retour de sécurité. Or, chez l'enfant, ce qui est important, c'est la sécurité. Élever un enfant dans la peur, c'est le contraire de la sécurité. Je pense à une de mes connaissances qui me disait, lorsqu'elle entendait le bruit de la voiture de son papa qui rentrait du travail, elle courait se cacher dans sa chambre, tellement terrorisée. Oui, ça c'est un exemple qui est banal. On ne s'imagine pas ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant dans ce contexte de vie. Bien sûr, il grandit normalement, mais les conséquences, on le verra plus tard, on en parlera. Alors, je vais revenir un peu sur le contexte de danger. Quelles sont les réponses que le corps humain a? En situation de danger, le corps humain a 3 réponses. La première, c'est l'attaque, le combat. L'enfant n'a pas la force physique en tout cas, de combattre ou d'attaquer son ennemi. Deuxième situation, c'est la fuite. L'enfant n'a pas les moyens de fuir sa famille. Il peut juste se cacher, comme je vous racontais l'histoire de cette personne qui allait dans sa chambre se cacher. Il ne peut pas fuir, il n'en a pas les moyens. La troisième réponse, c'est l'immobilisme, la soumission, faire le mort. Et bien voilà ce qui reste à l'enfant. Faire le mort, se soumettre. Et donc, pour survivre dans ce contexte d'insécurité la plus totale, l'enfant va développer des stratégies de survie. Il va se soumettre, il va faire le mort, se faire tout petit. Et cette stratégie de survie, c'est une des capacités de notre corps, du corps humain, à vivre dans la souffrance. Et comment on peut vivre dans la souffrance? Eh bien, tout simplement parce que le corps a la capacité de s'anesthésier. Cela s'appelle la dissociation. Je vais vous parler de la dissociation. C'est une anesthésie émotionnelle, ne plus ressentir, ne plus savoir, ne plus souffrir, se détacher de ses émotions et même sortir de son corps. Voilà ce qu'est la dissociation. Se dissocier pour ne plus souffrir. Les adultes ont moins tendance à se dissocier. Tous les enfants se dissocient. C'est la façon qu'a le corps de vivre avec la souffrance. On se dissocie pour ne plus souffrir, pour ne plus ressentir. La dissociation, c'est notre façon de vivre avec la souffrance. La dissociation, c'est la terreur absolue, l'isolement. La dissociation, c'est ne plus sentir son corps, car nous produisons des endorphines. C'est un opioïde, c'est un anesthésiant. Cela me rappelle une autre anecdote. Une de mes connaissances, dont la passion était la musique à l'époque, et il faisait de la musique, et il était interdit de faire la musique sous prétexte qu'il n'y avait pas d'avenir et qu'il n'y avait que l'école pour réussir dans la vie. Donc les parents étaient formellement opposés
à sa pratique de la musique. Donc il s'échappait pour aller à ses répétitions. Il savait très bien qu'en revenant, il aurait une raclée, mais il était préparé à recevoir sa raclée quand il rentrait. Il était comme blindé. En fait, aujourd'hui, je comprends mieux. Son corps était anesthésié puisqu'il produit des opioïdes. Donc il pouvait prendre sa raclée sans rien ressentir en fait, physiquement. Parce que je me disais bien, il ne pouvait pas chaque fois désobéir et revenir prendre sa raclée tranquillement, quoi. Mais en fait, il ne ressentait plus la douleur. Aujourd'hui, je le comprends mieux. Certes, la dissociation nous coupe de la souffrance, mais la question du danger n'est pas résolue. Le cerveau continue d'être en mode survie. C'est juste que la stratégie mise en place nous empêche de souffrir. Nous sommes tout simplement anesthésiés. Comme pour une opération, lorsque l'anesthésie passe, on ressent la douleur. Et donc, cette stratégie de survie, qui est la dissociation, nous permet de survivre dans un contexte d'insécurité totale. Et c'est ce que l'enfant fait. Il est anesthésié, donc il arrive à survivre dans ce contexte d'insécurité. Mais n'empêche que son cerveau est toujours en alerte. Son cerveau est toujours en vigilance. Attention, danger, attention, danger. La survie étant le premier besoin, il a pris des chemins, tant bien que mal, pour arriver à supporter ce qu'il vit, se sentir un peu moins dans la souffrance, mais il est toujours en alerte vigilance. Et ça, cette stratégie qui est la dissociation, elle a un coût. Elle a un coût. Nous en parlerons plus tard. Lorsqu'on a vécu dissocié de soi-même, quelles sont les conséquences? Voilà où je vais m'arrêter aujourd'hui et nous verrons cela lors d'une prochaine vidéo. Merci de votre attention et à très bientôt.